Donc, tout d'abord, pour nous présenter un petit peu qui sommes-nous. Donc, nous sommes une start-up liégeoise qui est issue d'une spin-off qui a vu le jour. Cytomine a été créée il y a environ une dizaine d'années, donc dans l'environnement liégeois. Elle est composée maintenant d'une équipe pluridisciplinaire, donc mathématiciens, vétérinaires, biologistes, informaticiens et codeurs. Et donc, nous avons à cœur de mettre à profit notre expertise au sein du domaine biomédical et médical. Donc, quelle est l'expertise de Cytomine? C'est de pouvoir rendre un microscope virtuel accessible à l'écran au sein de votre browser, à toute la communauté qui voudrait l'utiliser. Et donc, c'est matérialiser un objet physique, donc en l'occurrence pour un microscope assez évident de se rendre compte qu'on peut scanner une partie d'un tissu, qu'on peut scanner un animal, qu'on peut scanner une partie d'animal et qu'on va pouvoir voir apparaître la visualisation de ce scan à l'écran. Ça peut toucher différents pôles d'expertise, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la recherche pure ou encore dans le domaine médical et rendre une certaine accessibilité à ces images de très grande taille et de très haute résolution pour des médecins alors pathologistes. Si on se penche un petit peu plus sur la pathologie, qu'est-ce que c'est? La pathologie, c'est une science qui a pour objectif l'étude de maladies, notamment leurs causes et leurs mécanismes. La pathologie, l'étude de la pathologie la plus connue est peut-être la représentation par l'image radiologique, après avoir effectué une radio. Mais la pathologie, c'est également l'analyse de tissus après avoir réalisé une biopsie, quand il y a une suspicion de maladie, quand on veut établir un diagnostic, confirmer un diagnostic ou poser un traitement. Et donc, ce sont deux méthodes radicalement différentes. La première se veut non invasive. Réaliser une radiologie, une échographie va demander un scan du corps, un scan que ce soit chez l'humain ou chez les animaux, tandis que la biopsie va nécessiter le prélèvement de certains tissus pour pouvoir être observable alors par un microscope. En termes d'image et digitalisation de cette représentation visuelle, la radiologie donc est une méthode qui est plus in vivo avec un format assez standardisé par le monde médical, un format DICOM. La résolution des images est assez faible, en 512 sur 512 pixels, et n'excède généralement pas 20 mégas. Quand on réfère aux biopsies en pathologie, c'est un peu l'opposé. Ce sont des images de très grande taille, à très haute résolution, dont la définition et la résolution varient en fonction des producteurs de scanners. Et il en existe énormément. Et donc, il n'y a pas de format standard, il n'y a pas de standardisation au sein des scans de biopsie et dans ce domaine de la pathologie. Et la taille des images peut atteindre jusqu'à 100 à 150 gigas par image. Donc, c'est vraiment une quantité de données énorme qui est à stocker par les laboratoires, qui est à stocker par les hôpitaux. Et pour vous donner une idée, une représentation un petit peu plus visuelle, une image de biopsie équivaut à 2000 radiographies pulmonaires, par exemple, si on prend ici une biopsie de souris. Donc, la taille est vraiment un facteur prépondérant. On ne peut pas véhiculer des images de la même façon, on ne peut pas partager des images de la même façon. La résolution et le format fait que c'est assez bloquant au niveau des biopsies et que durant de très nombreuses années, le travail du pathologiste, donc du médecin, ou le travail de laboratoire, des techniciens de laboratoire, était un travail assez solitaire, que ce soit dans l'observation des lames, quand elles n'étaient pas encore digitalisées, tout se faisait sur microscope, et quand est venue la digitalisation et la numérisation de ces images grâce au scanner, alors sur écran, le travail est resté assez peu collaboratif de par la taille des images qui était un frein à leur partage et un frein à la collaboration. Donc, les pratiques en pathologie pour établir un diagnostic, pour confirmer un diagnostic, un pronostic, donc lié dans tout ce domaine médical, étaient des pratiques donc peu collaboratives qui nécessitaient de partager carrément l'outil physique, la préparation de lames de biopsie. On s'envoyait ça par réseau postal avec tous les risques que ça encourt de perdre du matériel, d'endommager du matériel et donc d'être délétère pour la qualité du diagnostic qui peut être apposé par les médecins. Parfois, c'est un échange d'images en termes de disques durs, tellement c'était énorme. Et
Parfois, ils en envoyaient plusieurs pour être certain qu'un seul arrive. Ça prenait aussi énormément de temps. Et donc, on imagine derrière qu'il y a des patients qui attendaient un diagnostic pour poser un traitement, ce genre de choses. Et donc, ça rallongeait finalement à chaque fois le temps et ça rajoutait une difficulté au niveau du médecin, du pathologiste qui devait apposer ce diagnostic. Alors, avant cette période de digitalisation, les pathologistes avaient l'opportunité de partager, d'un peu collaborer, mais ça devait être physique, sur le lieu. Il y a des microscopes qui permettaient d'être des binoculaires, des multioculaires qui permettaient de regarder à plusieurs sur une image. C'est difficile, on ne regarde pas exactement la même zone, il faut être présent physiquement dans la même pièce, avec les difficultés que ça encourt, et donc ça encourageait très peu à ces pratiques collaboratives. Et c'est là que Cytomine est une réelle valeur ajoutée puisque la, la- la technologie et la compétence de Cytomine permettent de rendre virtuelles ces images, de créer réellement un microscope virtuel qui va permettre d'importer des images, de les ouvrir, de collaborer, de les ouvrir de n'importe où à n'importe quel moment. En période de Covid, on peut imaginer le bien fondé de cette technologie et l'utilité que ça a pu avoir notamment pour des profs pendant les cours, mais également pour des pathologistes. Et donc, ce système, cette plateforme web est une réelle plateforme collaborative qui s'insère dans le browser, qui est aussi facile d'utilisation ou de viewing que quand on utilise Google Earth et qu'on veut observer où est sa maison. Donc voilà, plus ou moins des systèmes collaboratifs et des systèmes visuels assez simples. Et Cytomine met également à disposition sur son site alors différentes collections d'images qui peuvent être utilisées par des professeurs à des degrés différents, que ce soit dans le secondaire, dans le supérieur, universitaire, et également permet à des pathologistes, à des programmes de recherche d'avoir lieu, de collaborer entre eux et de continuer à travailler en n'étant pas restreint finalement par la quantité de données, la taille et la résolution de l'image, qui généralement était un frein jusqu'à ces dernières années à cette collaboration numérique entre ce monde médical et biomédical. Je propose de laisser la parole à mon collègue Renaud qui pourra rentrer un peu plus que moi dans les détails techniques. Oui, donc nous avons vu les difficultés d'un secteur d'activité à l'ère du numérique où l'information est fluide et circulante et rapide, et donc le contraste entre ces deux éléments. Effectivement, comme Laurence l'a présenté, nous, notre but, c'était d'apporter cette pierre manquante, ce chaînon manquant pour pouvoir connecter, numériser la pathologie. Alors, comment? Ici, l'idée était simplement de déplacer toute l'ingénierie, parce que, comme on a vu précédemment, chaque image a ses spécificités, a son format qui est bien souvent propriétaire. Donc, même en numérisant et que chaque pathologiste avait son écran, son logiciel permettant la visualisation, le poids de l'image ainsi que la licence particulière du logiciel de visualisation qui était desktop empêchait cette collaboration et ce partage de données à grande échelle. Donc ici, l'idée était réellement de déplacer toute cette ingénierie au niveau serveur, qui était après potentiellement installable dans un cloud sur des serveurs dédiés au sein d'une institution, notamment pour des raisons de protection des données. Et vu que toute l'ingénierie était au niveau serveur, de permettre aux utilisateurs finaux de se connecter avec le moins de contraintes possible. Cytomine étant une plateforme web, une adresse web, un nom d'utilisateur et un mot de passe permet de se connecter à la plateforme et soit de créer ses propres projets, son propre espace de travail, soit de pouvoir accéder aux espaces de travail dont un collègue nous a donné, partagé l'accès. Et cette façon de faire, cette architecture, nous permet par la suite de pouvoir plus facilement adapter la plateforme Cytomine à son utilisation finale. Là où avant la collaboration, même entre deux personnes, était difficile, ici, tout déplacer au côté serveur permet une scalabilité de l'application et ainsi de pouvoir accueillir un grand nombre d'utilisateurs, une collaboration à grande échelle. Un exemple classique étant un enseignement entre un professeur et des étudiants, les étudiants potentiellement à distance, potentiellement une centaine dans des cours de bachelier en médecine. La limitation ici étant uniquement liée au matériel utilisé côté serveur.
Pour revenir sur le flow d'utilisation de Cytomine, techniquement, Cytomine se place à partir du stockage. Nous ne sommes pas actifs au niveau de l'acquisition, la numérisation du matériel biologique, mais nous sommes actifs dès son stockage, son upload dans la plateforme Cytomine. Et c'est à ce moment-là que commence l'aventure collaborative. Ces images sont ajoutées dans les espaces de travail partagés que j'ai décrits précédemment. Cette capacité de se connecter à plusieurs sur des terminaux différents, que ce que les médecins soient chez eux, dans leur laboratoire, potentiellement même en train de faire des heures supplémentaires durant leurs vacances, sur une tablette, sur un ordinateur, sur un grand écran ou un petit, qu'importe, chacun travaille dans l'environnement qui lui est le plus accessible en cas d'urgence ou le plus agréable sinon, et chacun va pouvoir travailler sur des images dans l'espace partagé de manière collaborative, en pouvant notamment annoter des régions d'intérêt au sein de ces images. Ensuite, des régions d'annotation des régions d'intérêt peuvent également être suggérées, proposées par une assistance d'intelligence artificielle qui va se baser notamment sur les données précédemment générées par les médecins pour pouvoir s'entraîner et ainsi proposer de meilleures suggestions aux médecins finaux. Après cette étape, le médecin étant en toute fin de parcours le garant et le maître de sa décision, ces annotations proposées par l'intelligence artificielle seront validées ou non par le médecin dans un système qui est le même finalement qu'un système de peer reviewing entre collègues ou de multiples annotations à l'aveugle où à la fin du process, chacun évalue un ensemble d'annotations. Ce workflow peut être également circulaire parce que les données validées, qu'elles soient faites à la base par un humain ou par une machine, permettent de renforcer le dataset d'annotation défini collaborativement plus tôt et ainsi de continuer la boucle et d'enrichir via un dataset qui a été validé par le passé. Ici, on rentre complètement dans l'aspect technique. Cytomine est une plateforme web. Classiquement, elle est découpée par une partie back-end et une partie front-end. Pour parler en termes techniques, le côté back-end a une philosophie de REST. Donc, elle a une API, une interface de programmation, qui permet de contacter une instance de Cytomine et de récupérer les données sous forme brute, structurée, mais néanmoins, globalement, ça reste un fichier texte pour n'importe quel profane qui voudrait les lire directement. Donc, le back-end est découpé en différentes structures qui correspondent à ces fonctionnalités premières. Donc, on a un serveur d'images qui permet de retourner et d'uploader ces grosses images biomédicales. Donc, pour les uploader, il faut également pas mal d'ingénierie derrière. Pour pouvoir les visualiser, il faut les découper en tuiles. Donc, toute cette partie-là peut être dédiée à un service particulier qui est détaché du reste, ce qui nous permet cette scalabilité. On a le cœur qui contient toutes les permissions et les interactions avec les bases de données, toute la logique métier. Et nous avons en dernier tout un système, un moteur de gestion et de lancement de scripts d'intelligence artificielle séparés afin de permettre des lancements de scripts indépendants qui encapsulent leur propre dépendance. Mais nous y reviendrons plus tard. Tout ce back-end retourne dans des données structurées sous format, on va dire, textuel. Et ces données peuvent être ensuite visualisées, peuvent être utilisées de la manière la plus adaptée à l'utilisateur final. Donc nous voyons ici deux front-end montrés sur cette diapositive. Le premier front-end étant celui qu'on connaît le plus souvent dans le cadre des applications web, c'est une interface graphique classique dans laquelle les données récupérées sont ensuite agencées pour avoir une utilisation, une expérience utilisateur la plus agréable possible pour le néophyte en informatique, mais l'expert en pathologie digitale. Le dernier front-end qu'on voit, c'est le côté ingénieur, le côté data scientist, où l'idée, c'est que les données structurées lui conviennent excessivement bien pour pouvoir faire tout son traitement de données
mais néanmoins, nous encapsulons ça grâce à des librairies qui permettent l'utilisation de logiciels dédiés. Donc, on a une librairie en Java qui va permettre de récupérer ces données sous forme d'objets Java, potentiellement les utiliser dans du code Scala. Nous avons également une librairie Python pour les pythonistas d'entre nous qui sont très nombreux pour la data science et l'intelligence artificielle. C'est réellement grâce à cette articulation que nous arrivons à faire communiquer deux mondes qui, a priori, communiquent assez mal, par nature, qui sont les médecins experts dans leur domaine, mais qui ont leur expertise propre, qui est différente de celle des experts en data science et en intelligence artificielle. Chacun peut ainsi se concentrer sur son expertise métier, peut profiter de la collaboration avec l'expert de l'autre domaine grâce à une plateforme commune qui va afficher les données de la manière la plus appropriée à chacun d'entre eux. Cette API REST, évidemment, vu que les développeurs peuvent récupérer les données dans les formats qui leur sont les plus utiles, va permettre du coup l'utilisation pour l'entraînement de modèles en intelligence artificielle. Nous voyons ici dans la slide du côté droit un script en Python qui est lancé, qui va référencer justement une instance de Cytomine, des clés d'authentification. Grâce à cela, et via les librairies dont nous avons parlé précédemment, le développeur, le data scientist peut récolter les données, les récupérer, et ainsi faire tout le process et le travail dans lequel il est spécialisé, que ce soit de la data science et donc du reporting ou de l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. Je vais rendre la parole à Laurence pour une application concrète, sociétale de ces fonctionnalités. Merci. Donc vous aurez compris que ces modèles d'algorithmes et d'intelligence artificielle qui ont le vent en poupe et qui sont applicables à énormément de secteurs sont totalement relevants en médecine, notamment pour l'étude du cancer. Donc il n'est pas question évidemment de remplacer les pathologistes qui sont experts dans leur domaine, mais de leur fournir un outil qui leur simplifiera la vie, qui sera une aide au diagnostic et au pronostic, une aide au diagnostic un peu plus précoce, à l'affinage, à la collaboration, et donc un outil qui réellement pourrait s'avérer d'utilité publique pour la santé dans un futur que nous l'espérons tous assez proche. Vous avez à l'écran, par exemple, ici une image, qui est encore une image, si je ne m'abuse, de poumon de souris, dont la machine, après entraînement, dont les algorithmes ont pu reconnaître les zones cancéreuses. On permet, grâce à Cytomine à l'écran, de faire apparaître plusieurs images en même temps, d'entraîner les modèles et après d'appliquer ces modèles d'algorithmes sur des lames alors réelles et qui permet alors de détecter des différentes phases, précoces ou non, de cancer. Et donc c'est ce système d'apprentissage le plus poussé il sera, le plus efficace et le plus réaliste il pourra être par rapport à la réalité, pour aider les pathologistes et aider ce monde médical. Et aujourd'hui, nous aimerions partager avec vous une des applications qui a lieu en pathologie digitale et qui est le Data Challenge pour lequel Cytomine a été impliqué, qui est un challenge qui a été initié ici par la Société française de pathologie. Donc, ce genre de challenge est assez courant dans le monde de l'intelligence artificielle, dans tout ce monde informatique. Et ici, il était appliqué au domaine médical pour essayer de trouver des algorithmes qui pourraient détecter différents grades de façon assez fidèle du cancer cervical, du cancer du col de l'utérus chez la femme, qui est un des cancers les plus courants. Et donc, ce concours a été organisé par la Société française grâce à la collaboration de Cytomine qui a permis d'ouvrir toutes les images, de récolter pas mal d'images. Donc, dans un contexte assez actuel, besoin de diagnostic, d'affinement du diagnostic était assez important et qui, nous l'espérons un jour, pourra être utilisé à des fins de pronostic, de prédiction et également d'appliquer les bons traitements pour les patients. Donc, en quoi a consisté ce challenge? Ça a été l'inclusion de 4500 patientes, de 4500 biopsies réalisées sur des patientes avec différents degrés alors d'avancée de la maladie et de la pathologie. Donc, ça a été réalisé dans 20
20 centres, donc c'est une étude qui se voulait multicentrique. Toutes les lames ont été collectées, ont été anonymisées, numérisées, et Cytomine a été donc le microscope virtuel utilisé pour ouvrir ces lames, pour annoter ces lames par des préparateurs, des annotateurs qui ont isolé certaines zones très spécifiques alors des différentes lames et des différentes images. Tout a été stocké et hébergé dans le Health Data Hub français. C'était très important pour eux de garder cette notion de sécurité, puisque c'est très important que ce soit dans l'univers français, on va dire pour n'importe quel pays, c'est très important de sécuriser et d'anonymiser les données médicales et de ne pas pouvoir relier et de faire de traces avec le patient. Ici, on reste dans des modèles d'algorithmes, dans des entraînements. Ce n'est pas encore pour des modèles prédictifs, et donc il y a une anonymisation complète du patient. Et donc, différents pathologistes ont annoté toutes ces lames, isolé différentes zones. Vous pouvez voir ici sur l'écran une représentation, c'est un carré qui a été fait dans une zone qui se voulait pathologique. Ils ont eux-mêmes estimé le différent grade. Donc, les experts ont le plus haut niveau, évidemment, pour définir la pathologie et définir son état d'avancement. Et donc, ces annotateurs, ces pathologistes, ces référents étaient vraiment les référents à ce système de base pour lequel on va confronter les différents algorithmes et les comparer à ce qu'on considère être le plus parfait possible, c'est-à-dire le diagnostic apposé par des médecins. Donc, vous pouvez voir ici sur l'écran que différentes annotations ont été faites, par exemple ici par un annotateur, et que le pourcentage et la classe des différents grades du cancer, donc il se veut de 0, 1, 2 à 3 en fonction de la gravité et de l'état d'avancement du cancer, était assez proportionnel. Donc, l'exercice après l'exercice de l'algorithme et d'entraînement et de définition de cet algorithme d'efficacité était assez standardisé. Il n'y avait pas un type de grade plus représenté qu'un autre. On avait une population assez homogène dans les différentes lames, ce qui compliquait un peu plus l'exercice au niveau des algorithmes pour bien différencier ces 4 grades. Donc, Renaud va prendre le relais. Oui, donc concernant la deuxième boîte avec les informations, donc nous voyons que sur les 4981 lames reçues des différents laboratoires partenaires, 4937 ont été annotées, sur ensuite seulement 4700 ont été retenues, mais cette annotation de 4937 lames par différents experts répartis sur un territoire national aussi large que la France a pu être rendu possible justement grâce à un travail collaboratif à distance. Ensuite, on voit sur les différentes données, sur les 2500 biopsies, une répartition entre l'ensemble d'apprentissage, de validation et enfin les 500 images qui ont permis le classement dans le leaderboard final. Donc il y a eu une séparation assez classique dans les données pour des challenges d'intelligence artificielle comme nous le voyons ici. Parmi les résultats, les premières places ont été prises par les codes les plus efficaces selon les métriques définies par les pathologistes et la Société française de pathologie, où les premiers résultats tournent autour du 94% de détection correcte et de ces différents et de diagnostics corrects parmi ces 4 classes telles que définies précédemment. Et donc, ici, nous avons un cas extrêmement concret où nous avons d'une part des médecins qui ont chacun leur expertise, des data scientists, ingénieurs en intelligence artificielle qui veulent apporter la leur sur des problèmes concrets et palpables, où ces médecins peuvent, grâce à une plateforme, travailler de manière collaborative dans un environnement qui leur convient, qui leur est ergonomique, et de l'autre côté, les ingénieurs et data scientists qui récupèrent ces données sous format structuré et peuvent faire également leur travail de la façon qui leur correspond le mieux. Ensuite, il y a la rétroaction du bénéfice donné des médecins jusqu'aux ingénieurs de la façon suivante. C'est-à-dire que les ingénieurs et data scientists ont du code qui produit du résultat, soit la détection de nouvelles annotations, soit un résultat de catégorisation, par exemple proposer un diagnostic. Ce travail, ce code, ces connaissances est, grâce dans le cadre du Data Challenge, proposé
en open source aux candidats pour obtenir le prix de la première place. Mais même si ce code est en open source sur GitHub, il faut du coup certaines compétences techniques pour pouvoir le réutiliser, l'exploiter. Est-ce qu'il va fonctionner sur ma machine? Est-ce qu'il n'y aura pas de conflit de dépendance, etc. Nous, pour pouvoir favoriser aussi le développement de ces intelligences artificielles, mais également du coup l'intégration et le partage de ce savoir-faire auprès de la communauté de pathologistes en elle-même, il y a un moteur d'exécution des scripts d'intelligence artificielle au sein de la plateforme Cytomine, qui, sous un contrat de base défini par le bloc du dessus, qui consiste en la définition explicite des paramètres nécessaires à son exécution, de son code source forcément, et puis de l'encapsulation, de la compilation au sein d'un container des différentes dépendances nécessaires à l'exécution de ce code. Ces algorithmes externes peuvent être lancés et avoir leurs résultats directement disponibles dans Cytomine. Tout ce système va permettre à chacun des data scientists et ingénieurs en intelligence artificielle de travailler avec les outils qui lui sont propres, qui lui sont le plus confortables, et ainsi de ne pas dépendre de contraintes de dépendance imposées par le logiciel Cytomine. Cela veut dire que chacun peut travailler dans l'environnement qui lui est le plus agréable, mais tout du moins proposer quand même à la communauté de pouvoir en disposer et que ce savoir-faire, qui dans certains cas est vraiment précieux, on a vu pour le Data Challenge qu'il donnait des excellents résultats, cela permet du coup de pouvoir le mettre à disposition de la communauté des pathologistes et ainsi de pouvoir partager ce savoir-faire qui est le bénéfice réciproque au fait que les médecins ont partagé les données de manière explicite envers les data scientists. Donc en conclusion, que ce soit par le Data Challenge organisé par la Société française de pathologie, que ce soit par les différentes universités, par des biotech, par des pharmas, ces modèles d'algorithmes d'intelligence artificielle vont réellement apporter un plus dans tout ce qui est domaine biomédical, dans tout ce qui est identification des pathologies, diagnostic beaucoup plus précoce, beaucoup plus précis, et représenteront une aide précieuse pour les pathologistes d'aujourd'hui et les pathologistes bien évidemment de demain. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est quand même un fameux challenge de faire communiquer entre eux deux mondes totalement radicalement opposés, qui est le monde informatisé, informatique, avec des codes, avec des algorithmes, et le monde médical, qui est un monde tourné exclusivement vers la médecine. Et donc, le but, c'est d'utiliser peut-être l'intelligence artificielle comme un lien, comme un pont entre ces deux mondes, qui pourraient être bénéficiables aux deux, évidemment, à travers différents algorithmes, pour tout un tas de pathologies, parce que le monde de la pathologie est ainsi vaste, et le but unique et ultime est d'améliorer ce volet du diagnostic finalement, et de l'affinage de ce diagnostic, et de pouvoir offrir aux pathologistes des outils fiables, des outils reproductibles, des outils qui vont améliorer la qualité du diagnostic, mais également le temps de diagnostic, et qui permettront in fine d'améliorer le pronostic du patient derrière. Alors, évidemment, Cytomine est une solution, un code qui se veut à la base open source, qui est accessible donc par tout un chacun, installable, utilisable par la communauté scientifique, la communauté académique. Cytomine peut offrir des services un peu plus complexes. Et en conclusion de tout ceci, je dirais que Cytomine se veut d'utiliser l'intelligence artificielle pour continuer à promouvoir et à développer cette numérisation de la pathologie, et d'inclure une sorte de AI Store qui permettrait d'accepter différents algorithmes et de le faire tourner au sein de la plateforme, notamment grâce à cette clé API, qui pourrait être utilisée tant par le monde de l'enseignement, également pour déjà mettre les bases et les prémices de ces algorithmes, de cette intelligence artificielle dans les domaines médical, biomédical, vétérinaire, agronomique, infirmière, tout le domaine qui touche réellement à la pathologie, toute espèce confondue, pour que déjà les étudiants puissent avoir une première vision de ce que sera le futur en termes d'accompagnement et d'aide médicalisée,
Ça peut être utilisé dans le domaine de la recherche. Les chercheurs peuvent utiliser la plateforme Cytomine pour faire tourner leurs algorithmes, pour visualiser à l'écran, alors directement sur ce microscope virtuel, le résultat de cet algorithme. Et évidemment, en diagnostic, c'est une aide qui se voudra inestimable déjà dès maintenant pour affiner tout ce qui est diagnostic pathologique. Donc, nous avons différents partenaires, des partenaires académiques au sein de la Belgique, au sein de l'Union européenne, un peu partout. Nous sommes partenaires d'un projet européen appelé Big Picture, puisque pour le moment, il n'y a pas encore d'uniformité quant au format de ces images numérisées. Nous sommes un acteur principal à travers la plateforme Cytomine dans des outils de réflexion, dans des clusters de réflexion pour essayer d'uniformiser et de rendre la pathologie digitale aussi simple que ce qu'est la radiologie. Donc, nous remercions également nos différents partenaires et je vous remercie. Renaud et moi, nous vous remercions de votre attention et sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour cette très très belle et très intéressante présentation. Je propose peut-être de céder alors la parole à nos différentes personnes ici présentes dans l'audience, qu'elles puissent activer leur micro. Vous pouvez aussi vous manifester par le chat et aussi lever la main virtuelle grâce à notre système. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, nous avons Monsieur Huytendal qui a une question dans le chat. Oui, on va la lire. Bonjour, merci pour la présentation. Qui valide, confirme les algorithmes côté médical? Je fais un algo qui fonctionne bien sur un dataset que j'ai, mais qui s'avère plus tard très instable alors qu'il est utilisé par des pathologistes. La faute à qui? D'un point de vue médical, et après je laisserai à mon avis répondre Renaud pour la partie plus technique. D'un point de vue médical, les algorithmes et le résultat, le produit en fait de l'algo va être validé par les pathologistes eux-mêmes qui vont mettre le threshold et c'est eux qui vont être les référents dans le domaine médical pour valider si le diagnostic est correct ou non. Donc ça, c'est la première réponse qu'on peut fournir. Donc je pense qu'il n'y a que le pathologiste qui peut être garant, qui peut être vraiment l'ultime validateur, si le mot est correct, du résultat et du produit de l'algorithme et qui va pouvoir le classer de 0 à 100. Ça dépend un petit peu de la métrique qu'on va donner. Et alors, Renaud va prendre le relais pour expliquer pourquoi il peut être instable quand utilisé par des pathologistes. Je pense qu'il peut y avoir une histoire de serveur derrière, de capacité d'image. Tout dépend du montage, évidemment, qui va être fait. Voilà. Oui. Alors, désolé pour le bruit, si vous l'avez entendu, les détecteurs de CO2 sont instables également. Donc, en fait, dans la définition d'un algorithme, effectivement, donc, la variabilité des données en production peut influencer son résultat. Donc, il faut bien se rendre compte aussi qu'en pathologie, va y avoir énormément de variabilité au niveau des données de base. Tel laboratoire de recherche va utiliser tel produit de coloration, ce qui veut dire que pour le même échantillon biologique, on va pouvoir avoir des contrastes, mais également des couleurs différentes. Et donc, certains modèles entraînés dans certaines catégories fonctionneront différemment, voire beaucoup moins bien dans d'autres. Donc, là où un modèle peut être certifié, donc j'en profite pour répondre aussi à la question suivante, c'est que les algorithmes, dans certains cas, notamment sensibles, je pense à l'aide au diagnostic, ont une nécessité de certification, donc qui passe par le respect de certains process et de tests plus poussés. Ces certifications et ces algorithmes sont définis par rapport à des process qui sont également définis par rapport à des chaînes de production de ces échantillons biologiques et de traitement qui sont déjà définis. Il sera du coup possible que si on essaye d'utiliser un algorithme dans d'autres contextes, le résultat soit moins bon. Donc de notre côté, nous avons une nécessité d'avoir une définition assez précise du cadre dans lequel un algorithme a été entraîné et est utilisé. Si un médecin, un pathologiste décide de l'utiliser également, c'est notamment pour cette raison précise aussi que le pathologiste a la main finale sur des décisions. C'est son expertise qui
va pouvoir dire si un algorithme semble bon ou pas. L'algorithme étant ici de l'aide au diagnostic, de l'aide à l'identification de zones à décider. Et donc, si l'algorithme n'est pas compétent, l'expertise du médecin prend le dessus et il voit directement alors si cet algorithme, il va l'utiliser ou pas. Donc, il est très important pour nous qu'il n'y ait pas de remplacement à ce niveau-là, mais plutôt une aide au diagnostic. Si on entre dans des process qui sont nécessaires pour du traitement de grandes données, donc là on quitte plutôt le diagnostic pour de la recherche, on pense à des centaines d'échantillons qui arrivent chaque semaine pour analyser le résultat d'un médicament, par exemple. Ici, l'algorithme sera défini par rapport à ce process de coloration dit précédemment. Et l'idée également, grâce à la plateforme, c'est de pouvoir réentraîner des modèles si nécessaire pour pouvoir s'adapter aux datasets particuliers qui sont donnés, tout en sachant que lorsqu'on est justement dans ce cadre de recherche et donc d'analyse par batch, ces échantillons suivent un process qui est lui-même assez rigoureux pour avoir une régularité dans les analyses. Donc, voilà, c'est... Merci. Ceux qui valident les algorithmes, c'est le pathologiste à la fin, pour répondre encore plus succinctement. Et pour compléter au niveau des certifications comme dispositifs médicaux, donc pour le moment, à travers le monde, les algorithmes ne sont pas utilisés comme outil de diagnostic de première instance. C'est chaque fois complémentaire et comme diagnostic secondaire pour confirmer en donnant une sorte de trend au pathologiste qui va pouvoir garder la main, confirmer, infirmer son propre diagnostic et le diagnostic imposé. Il y a des niveaux de certification qui sont demandés. Ce ne sont pas les mêmes dans le domaine pathologique médical que par exemple en recherche. Et évidemment, nous sommes complètement impliqués dans ces processus de certification pour répondre aux besoins des hôpitaux et aux besoins médicaux. Merci. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous dire un petit mot sur la différenciation de Cytomine par rapport à d'autres solutions qui sont assez semblables dans l'imagerie médicale et le diagnostic, et peut-être aussi votre présence dans les hôpitaux. Sur votre dernier slide, dans les partenaires, on voyait beaucoup de centres de recherche et d'universités. Qu'en est-il au niveau des hôpitaux? Est-ce que vous êtes déjà fort présent sur, par exemple, le marché belge? Alors pour répondre aux deux questions à la fois, donc je vais peut-être commencer par la deuxième. Pour le moment, c'est vrai que nous collaborons beaucoup avec des centres universitaires parce que nous sommes très actifs au niveau de l'enseignement. La solution Cytomine, qui est un viewer, est une solution idéale, notamment en temps de Covid, mais pas que, pour de l'enseignement à distance, du partage d'images de qualité de grande taille. Donc nous sommes très représentés dans le monde éducatif. Toutes sections confondues, on va dire biomédicale, médicale, ça peut être vétérinaire, ça peut être biologie ou encore médecine, évidemment. Et donc, pour le moment, assez présent là-dedans et dans le domaine de la recherche, alors qui permet de faire tourner des algorithmes et d'importer différentes images et qui va permettre aux chercheurs de mener différents projets et d'étudier, comme l'a dit Renaud, l'effet de certains métabolites, l'effet de certains médicaments, de certains composés directement sur des collections et de data qui peuvent donc tourner dans Cytomine. Et le monde médical, évidemment, c'est notre objectif futur, c'est de collaborer pour développer des algorithmes utiles aux pathologistes. Pour le moment, ce n'est pas notre marché prédominant, mais je l'espère que dans le futur, ça le deviendra. La numérisation est en marche dans tout le monde médical et donc il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas cette trend. J'espère avoir répondu aux deux questions à la fois. Je ne sais pas si Renaud veut... Oui, je vais juste ajouter concernant la différenciation. Donc, répondons côté business, répondons côté HEC, du coup on est au bon endroit. En termes de différenciation, Cytomine, c'est une plateforme qui est 100% web. Donc, la majorité des solutions plus anciennes sont historiquement essayées d'abord de numériser via un logiciel desktop. Donc on voit une évolution vers des modèles hybrides où les calculs pour l'autodétection
notamment la data science et l'intelligence artificielle, sont faits côté serveur, donc les données sont envoyées, calculées et récupérées, mais tout ce qui est accès aux données, visualisation, sont via un logiciel desktop qui reste propriétaire, qui reste sous licence. Donc on reste du coup dans une logique qu'ils ont utilisée pendant pas mal d'années, je pense que c'est pour ça qu'ils ne s'en détachent pas tout de suite, qui est une logique de licence par poste où on sait exactement qui a installé le logiciel sur quelle machine. Donc des solutions entièrement web où l'utilisateur ne doit rien installer sont très peu fréquentes. En cela, nous sommes, je pense, encore la seule actuellement qui, par ce côté-là, est vraiment orientée directement vers la collaboration. Donc, on n'a pas un logiciel qui permet aux pathologistes de travailler et peut-être éventuellement plus tard d'envoyer ses recherches et de faire un import d'un logiciel à l'autre. Ici, la collaboration est vraiment au centre, avec la volonté de lever tous les freins à l'entrée, à l'accès de la plateforme. Donc c'est la différenciation majeure. Un des points également est que la base de la plateforme Cytomine est en open source pour pouvoir permettre le partage et avec cette communauté qui nous enrichit de son expertise et également de ses compétences. Je pense notamment à un exemple, j'ai cité le moteur d'intelligence artificielle. Il a été fortement développé en partenariat avec l'équipe du Montefiore, qui est un département de l'Université de Liège notamment. Donc cette transparence permet de récolter à la fois le retour d'experts techniques, de pouvoir renforcer la confiance envers des partenaires qui sont moins techniques, informatiques, et de justement pouvoir créer une communauté de co-développement et d'enrichissement via les différents experts. Merci beaucoup pour vos réponses. Oh, pardon. Il y a une question de Jason Petiot qui nous dit que les algorithmes donc SciDX sont 100% automatiques pour l'hématoxéline basée sur l'intelligence artificielle et WSI. Et oui, évidemment, les algorithmes destinés au diagnostic humain seront certifiés Medical Device. C'est obligatoire, donc il n'y a pas le choix pour pouvoir les utiliser dans l'environnement médicalisé. SciDX est spécialisé dans les échantillons sanguins et donc pas des WSI pour le moment. Je peux juste poser deux questions, s'il vous plaît, qui m'intriguent. Alors, si j'ai bien compris, vous faites un peu de l'apprentissage supervisé. Et donc, pour chaque type de pathologie, vous devez réentraîner un nouveau modèle, alors? C'est ça ma première question. Et combien de temps ça prend pour la récolte des données et les annotations? Et la deuxième question, DeepMind, pour l'instant, est très fort dans tout ce qui est diagnostic médical, dans la détection des cancers ou des maladies de l'ophtalmologie et tout ça. Et donc, comment vous vous positionnez par rapport à DeepMind, qui est bien évidemment une très grosse boîte internationale, et comment vous vous positionnez par rapport à eux? Comment tu commences? Donc je vais commencer par la réponse plutôt technique. Donc vu la modularité du moteur, il n'y a pas forcément de l'apprentissage supervisé. On peut y mettre des scripts qui vont, comme je le disais, faire du reporting statistique. On peut également avoir de la computer vision historiquement, enfin j'ai envie de dire simple, sans être blessant. Et la rapidité, alors du réentraînement si nécessaire, ça va dépendre principalement de la connexion entre le développeur et le serveur distant. Maintenant, effectivement, donc, on a un entraînement qui, de base, dépend d'énormément de contraintes, des machines, des serveurs dans lesquels la personne qui veut faire son entraînement a à sa disposition, du nombre de données dont il a besoin et de l'overhead HTTP qui est entre les deux. Donc, actuellement, nous, notre but, c'est de pouvoir fournir aux personnes via les clients
les manières les plus optimales de récupérer les données. Donc, au lieu de récupérer une donnée une par une, avec à chaque fois une requête HTTP, on va essayer de maximiser évidemment les données qui sont retournées. Mais la contrainte de requête HTTP est finalement des retours, ou en tout cas de l'absence de retour qu'on a sur ce point, assez mineur par rapport aux autres contraintes qui sont beaucoup plus larges, comme la nécessité des contraintes matérielles de machines nécessaires à l'entraînement. Sachant que, une fois les données acquises, elles pourraient potentiellement rester sur la machine qui sert à l'entraînement. Donc, quand un développeur d'intelligence artificielle a besoin de tester différents paramètres pour différents modèles, il peut faire un pré-run qui consiste au téléchargement des données. Donc, il y a différentes étapes d'optimisation à ce niveau-là. Et concernant la différenciation par rapport à DeepMind, Laurence en parlera certainement mieux que moi, mais comme je disais, des contraintes de la pathologie digitale est justement tout son process aussi en amont qui entraîne une variabilité énorme dans l'échantillon biologique analysé. Et donc les solutions qui essayent de trouver un algorithme efficace pour tout fonctionnent extrêmement mal en pathologie digitale, contrairement à les grains de beauté pour la dermato ou l'analyse de radiographie où on a classiquement du noir et du blanc, souvent dans la même position, la même orientation et qui détectent du coup les mêmes formes. Ici, on a une variabilité dans les tailles des images, dans leur qualité de résolution au niveau du scan, dans que je disais, les couleurs, le contraste. Donc cette variabilité est un frein assez fort pour les sociétés qui essayent d'avoir un algorithme efficace pour tout. Donc notre positionnement se met aussi dans un service d'adaptation et de développement customisé d'AI qui sont adaptés aux workflows spécifiques des laboratoires. Donc, pour compléter la réponse de Renaud, il existe autant d'algorithmes que de pathologies, plus ou moins. Un algorithme ne va pas pouvoir être un algorithme dans le cancer du col de l'utérus, ne va pas pouvoir être applicable dans le cancer du sein de la même façon, puisque l'algorithme et son exécution et son entraînement, par définition, prennent en compte un tas de paramètres, notamment l'architecture du tissu qui va différer d'un tissu à l'autre et ça va être incomparable et ça ne va pas pouvoir être exécuté de la même façon. Et donc, par rapport à notre positionnement, il existe autant d'algorithmes possibles qu'il existe de degrés de pathologie et de pathologie en elle-même, c'est-à-dire malheureusement, c'est un domaine assez vaste. Et donc oui, il y a de la compétition, oui, c'est un monde qui engage une certaine émulation pour le moment. Les principaux algorithmes développés pour le moment se concentrent sur les plus grandes classes, on va dire, de cancer, cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer de la prostate et cancer du poumon. Mais on peut aisément comprendre qu'il existe tout un tas d'autres pathologies et qu'il y a donc de la place au développement de ces algorithmes qui seront une aide au diagnostic dans plus ou moins tout ce qui peut exister. Et donc, comme Renaud l'a dit, en fonction de la qualité du tissu prélevé, de la biopsie elle-même, en fonction du traitement qu'elle va subir, parce que c'est pas simplement regarder un petit morceau de tissu, il y a un traitement colorimétrique à appliquer dessus, et donc tous ces paramètres doivent être pris en compte par les algorithmes. Le tissu en lui-même, sa structure, sa nature, la nature du cancer peut être aussi différente. Il n'est pas inenvisageable de penser que certains algorithmes pourraient être développés pour certains stades de cancer, si on veut pousser vraiment le raisonnement et pousser leur utilisation, on va dire, à l'extrême limite de l'efficacité. Et donc, ce même algorithme ne va peut-être pas être aussi efficace sur des stades très précoces. Certains algorithmes vont pouvoir différencier, un peu comme dans le Data Challenge, différencier les différents grades de façon assez optimale et assez efficace. Donc, les possibilités sont nombreuses. Les acteurs en présence sont également assez nombreux, mais je pense qu'il y a place pour tout le monde à travers le monde de la pathologie et tout ce qu'elle a à offrir. Il y a aussi le monde pharma, le monde médical est vaste, donc il va y avoir du test de différentes molécules, différentes substances, les réponses au niveau du tissu, au niveau vraiment de l'organisme et de la biopsie, de la structure en elle-même, de cette efficacité de traitement. Donc,
Je crois que c'est l'aube en fait d'une ère simplement d'aide au diagnostic qui est en train de se mettre en place pour le moment, qui ne remplace en rien les pathologistes et les chercheurs, mais qui va complémenter et leur offrir un outil en fait additionnel pour pousser plus loin en fait les limites actuelles du diagnostic. D'accord, merci beaucoup pour cette bonne réponse très informative. Alors, prochain orateur, toujours dans le même domaine de l'IA pour le healthcare, un talk en anglais donné par Sylvain Blanco Alvarez, qui s'intitule Using AI to Monitor Patients with Chronic Respiratory Diseases. Sylvain, the floor is yours. So hi, first thanks the organizer for having me here. I'm Sylvain, I'm a data engineer at Communicare, and I will talk about how we can use AI to explain some diagnostic and treat patient in chronic disease. So we are, Communicare, we are a startup from Liège too, and we treat patients with chronic disease and complicated disease that have complicated care plan. So to do that, what we do is we give our patient a mobile application onto which they can have information about their disease, advice tailored to their current situation, and then they can also monitor their vital parameter. They have a help to take their medication to enhance their treatment. And all these information are then sent to a dashboard where the doctor can see all their patients and all the data of all the patients. So as I said, we focus on complicated care plan where a lot of information is given to the patient, but also on chronic disease where the monitoring, the day-to-day monitoring is important. In particular, here I'm going to talk about COPD. So let's look at what is COPD. So COPD stands for chronic obstructive pulmonary disease. It's an inflammation of the lungs, which means that patients suffering from it have difficulty breathing and cough. It is estimated that 2.5% of Belgians are affected by this disease. And since it's a chronic disease, once you have it, you keep it for life. This is responsible for 11% of the health budget. So once you have this disease, the typical way it goes is that you go to your doctor every few months and you have a checkup to look if everything's correct, if your treatment is adapted to your current disease. This is the part where everything goes well. Unfortunately, in parallel to that, you also have acute exacerbation episodes. And these acute exacerbation episodes means that the patient needs medical care. So first, it costs a lot of money, but also it has a high social cost because the life of the patient is disturbed greatly. So we first did a study to see if we could improve the outcome of these exacerbation episodes. And we did that in collaboration with CHU de Liège. So the study was directed by Dr. Jean-Baptiste Duquesne, under the supervision of Hélène van Coenberg, both from CHU de Liège. And we wanted to see if the use of an application could help the patient in their daily life. And indeed, what we found was that there was a correlation between the use of the application and a reduced number of days spent in the hospital. There was also a lowering of the COPD aptitude score. The lower, the better, and a better compliance with the treatment. Now, to follow the patient, in addition to these metrics, we also added to the dashboard some handcrafted alerts. So the doctors took time to predict some rules, and if some parameters taken by the patient were to cross a certain threshold, here, for instance, the oxygen saturation of the patient, that would send an alert, either orange for a low priority alert or red for high priority alert. And as you can imagine, crafting these alerts is quite complicated because you have a lot of variables and you need to think about how all these variables can interact with one another.
So it takes a lot of time and also a lot of thinking to do that. This is a prime example where we can use AI to do this job. So that's what we did. We trained an AI with the goal of triaging the patient into two categories. The first categories are the patient that need no additional medical attention, and the second one needs medical attention. To do that, we looked at a data set of 2,500 patients that were seen by real doctors, and by a group of 10 doctors, sorry. And every doctor diagnosed the patient, then we had a majority voting, and the final label was the one elected by the majority. So with that, we can now have a supervised algorithm trained on this data set. And if we recap the process, it goes like this. We have the patient, or the doctor see the patient and label the current state of the patient. And then we split it into a training set, which the algorithm is trained on, and a testing set, which is never seen by the algorithm before the final testing. And this is on this final test set that we can see the accuracy of the algorithm. So if you look at the accuracy, what we see is that actually, if we compare to the average performance of the doctor, our model performed just as well, which means that now with that, we have the opinion of a virtual doctor in the dashboard. In addition to that, since our model learned from the dataset, there is no handcrafted rules. So we can find much more finer relation between different parameters and combination of parameters. And we also changed the possible outcome from a binary orange alert, red alert to a continuous evaluation, which is the probability that the patient is in need of medical attention or no need for medical attention. In addition, since we can start the algorithm every day, we can see the evolution of this probability, and then we also have a continuous evolution for a patient from mainly good to completely bad, for instance, or the other way, of course. Now with that, we can provide, with that, we can provide an opinion on each patient every day, but it's hard to convince the doctor based on just a number. So we added something more, which is the explanation of the model decision. So to explain a model, one way is to use what's called SHAP values. SHAP values are based on Shapley values, which were invented from game theory a long time ago. So it's a mathematical theory. It's quite complicated, so I will not go in the details. However, I will give you a sense of how it works with an example from a game. So imagine you enter a new football team and you've never played together. You have your first match, and congratulations, you win your match. Now, each player talks amongst themselves, and you notice that everyone thinks they are the most valuable player in this game. How do you reconcile that? Because not everyone can be the best player of the team. Well, one easy way to do that is to wait next week and swap one player. And then here you notice that once again you won, but it was much harder to win this match. And so you wait another week, you switch another player, and this time you lost. And you do that for every week of every match you play. And in the end, you have a listing of whose player is the best and whose player is the worst. So next year, when you have the first game of the season, you can say, okay, it's definitely because of you that we won or because of you that we lost. So how does it translate to our model? Well, here the game is get the right prediction for our patient. So here, let's look at Noah Durand, which is our patient. The players are replaced by all the information we have about this patient. So we have its gender, its age, its oxygen saturation, and so on. And then we ask the model to predict what's the probability that Noah needs medical attention. And the answer of the model is 95%. Then what we do is we change one of these parameters. So what if now Noah is female? Will the model answer, now it's 94% probability. Okay, and now what if Noah is male?
but the oxygen saturation drops from 95 to 91. Well, now this is much more important, and the drop goes from 95 to 52. So with that, you can intuitively find that sex is probably not a good parameter to look at if you want a decision, but the oxygen saturation is much more interesting. And you continue with that with all the parameters available for all the patients. And what you get in the end is such a graph. So this graph each dot represents a patient, and on the each line you can see one of the parameters available to the model. You can see that if you go to the bottom, you have the sex, and as I told you, it's not really important. So either if you're male or female, it doesn't change much the decision. If you go to the top row, however, you can see the decision that makes a big change in the model. So for instance, if you recently have worse cough than usual, that's a good sign that you might need medical attention. If you have breathing difficulty, the same, and if you have a low oxygen saturation, it's also a bad sign. So with that, we can really have a model that confirm what the doctors know, and with that we can build trust in the model. Now, finally, what we can add with that is that we can do a prediction on a single patient. And to do that, we need to look at all the Chappé values, and here is how it goes. So we start with by asking the model, what can you tell us if we don't give you any information about the patient? Well, in that case, what the model can predict is totally based on what the data set was. And here it predicts 31% chance of needing medical attention. And then you feed information to the model, and you see if the patient is in a worse state than usual, then that's a bad sign. So you add 15% chance of needing medical attention. The patient is also coughing, that's a bad sign, so you add 12%, but then you measure the oxygen saturation and it's good, so that's a good sign that maybe the medical attention is not needed. And you can go down the list of symptoms, and you have the final result. So here in this case, the model thinks that there is 52% chance that there is a need for medical attention. And so with this, in this case, the order really goes for this patient, and it's not a general prediction. And so I think that's a really important thing to keep in mind when training model. You can have the best model you want. If you cannot convince the doctor that your model is correct, and if the doctor cannot see and interpret the model, there is slim chance that it will be adopted. So I'll leave you with this phrase: AI that will make an impact in healthcare will be explainable. Thank you very much, Sylvain. We have time for a few questions. I will leave the floor open to questions from the audience, in English or in French, I guess. Yeah, same. Okay, where do you get the patient data from? SpO2, HR, breath difficulty? During home monitoring, do they enter the measurement themselves, or do they have access to it, or is it automatically sent to the app? Also, did you need any type of medical device certification, as you're also a medical decision support device? So I guess I'll answer in English. The training data is from an academic data set. However, in the application, we have questionnaires for question like, do you have current breathing difficulties? And there, the application is also connected to medical devices that can take the heart rate, the oxygen saturation level, etc. And then, is the patient aware of that? So if the threshold is crossed, we notify the patient so they are aware of their general state. We of course notify the doctor too, and of course they are aware of the parameters since they just measured it. And we are currently certified as a medical device. Yeah. If I have that chance, then I might
have a few questions I might ask you myself. Firstly, the figures you showed on the performance, were these F-score figures or precision and recall? What do you try to optimize if you go back a few slides? So we weighted both equally, the precision recall equally. Yeah, so that was the F1 score then. And one last question before I give the floor to the chat. I see there are more questions coming on. This Shapley method that you just showed us is very similar to feature selection using chi-squared or mutual information, whereby you try to measure how much each feature contributes to making the right prediction. Is it not basically the same approach here? I'm sorry, I didn't get which application or which algorithm is similar? So the Shapley method for trying to determine which variable was the most important is quite similar to standard techniques like the basic chi-square test or the pointwise mutual information test, and a plethora of other statistical tests that we can do. So is it almost the same thing, or is there a difference between those statistical tools and this Shapley theorem? Well, Shapley theorem is really to you try to erase one by one every information of your data set, and you see how it reacts, how the prediction reacts. So I guess it's a bit different. There are where SHAP works great here is that it can be performed quite quickly. So the original Shapley method requires a lot of permutation because you need to first know how each feature interact with the model, but then how each combination of feature interacts. So, and then 2 features, 3 features until you have all the features. So it takes a lot of computation. However, with SHAP values, you can compute them more efficiently, especially in the case of decision trees or this tree-based algorithm. Yeah, that's the main. It's very similar to what we do when we try to select features. Then, in terms of feature selection, when we apply machine learning methods, it's almost the same thing, I guess. Guess, yeah. Yeah. Other questions? Yes. It's really in the same direction, but is there a reason for choosing Shapley value instead of other alternatives for explainable AI? This is not strictly Shapley values, it's SHAP values, which is based on Shapley values. And so in 2017, they basically wrote an article saying that they can compute these SHAP value efficiently, and that compared to other methods, they are more correct. So typically in Lime, which is the other contender, you have to set a kernel, and they basically proved that if you set the kernel right, you go back to SHAP values. So they proved that the best one is this one. Okay, thanks. There is one more other way I think that we use in the past, in which we start by incrementally adding variables one by one and see how the model performance changes. One more question, if I may. So which kind of technique of algorithm did you use? I guess it's a classification task. So what algorithm did you use specifically to do this classification? So we tried a bunch, but here what I'm showing to you is a gradient boosted tree algorithm, which performed quite well, which is not surprising because here we have tabular data, and which is known to be good with a tree-based algorithm. Just a bit of a remark about what you said about training models with adding features. That's actually what you do in SHAP or for Shapley values. Instead, only that instead of training a new model each time, you just suppress the information by changing the value from the patient to
a random value from the data set, so you erase any correlation between the state of the patient and this value. Okay, thank you for that. So maybe one last, if I may. You address two tasks here, right? One is one of classification, and the other one is more, I guess, of a probabilistic approach or even a regression. So what did you use for the second task then, when you try to predict the probabilities of a patient needing assistance? So actually, it's only one task. Well, what the model outputs is directly a probability that it is from one class or the other. Yeah, we don't change the model to use a Bayesian approach or whatever to do that then. What approach? A Bayesian approach to calculate these probabilities. No, I thought you switch models in those two cases. Thank you. Yeah. Ok, je vais peut-être donc remercier une nouvelle fois nos trois orateurs de ce soir et aussi l'audience qui a participé autant dans le chat qu'oralement. Donc, ça fait plaisir d'avoir une telle participation. Je voudrais simplement, alors j'espère que vous voyez ici donc l'écran que je viens de partager, pour vous dire que vous pouvez bien entendu, si vous n'avez pas su tout suivre ou si vous nous rejoignez pour la première fois, sachez quand même que c'est déjà le 19e meet-up que nous organisons. Ils sont tous disponibles et celui-ci le sera aussi en podcast sur la chaîne YouTube du HEC Digital Lab. Et alors, je souhaiterais également donc vous inviter à ne pas hésiter à nous envoyer un mail à datascience@uliege.be si vous avez des idées pour une thématique ou un sujet que vous aimeriez nous présenter prochainement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous envoyer cela. Et alors, je voulais aussi terminer par remercier nos sponsors, donc la région Wallonne, Digital Wallonia et le groupe Micropole pour le soutien qu'ils apportent à la communauté Data Science Liège.